le truc se retourne, et le président de l'Europe de l'époque se retourne vers nous, voit les Japonais, dit écoutez messieurs, vous n'avez qu'une possibilité, c'est de garder le projet que vous nous avez vendu, et pas celui que vous voulez nous vendre aujourd'hui. Et vous avez 14 mois. Et du coup, la R1 est sortie comme ça. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que derrière la R1, il y avait la R6 et la R7 qui sont arrivés. Donc ça, c'est vraiment c'était des bébés. Bon, il y a un autre bébé, il y a deux bébés que j'ai de cette époque-là, et dont j'étais content, parce que ça a fait des beaux volumes. La première, ça a été la Virago 125. On avait un bon succès avec la Virago 535. Et Honda se régalait avec une moto qui s'appelait la Rebelle 125, qui était un twin, le twin en ligne, qu'ils connaissaient depuis des années, et qu'ils avaient un peu déguisé en custom. Et, voilà. Et nous, on avait cette moto, la Virago, qui avait une ligne super, qui en plus avait une forte adhésion auprès des femmes, sauf qu'on la voulait en 125. Et donc, ça faisait des années que je tannais pour l'avoir en 125. Et je leur disais même, si vous voulez, faites-moi le 2,5, vous condamnez un cylindre, c'est un mono avec un look de biche, je m'en fous, on la vendra. Et ah non, pas possible, etc. Et un jour, je suis dans un meeting international comme ça, et j'entends derrière moi deux mecs qui parlent en anglais, et il y avait le représentant de la Chine qui expliquait à son homologue japonais qu'il avait un stock de Virago 125 qui lui collait aux pattes et qu'il ne savait pas quoi en foutre. Je me retourne, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, en fait, oui, en Chine, oui, on a fait une 125. Je dis, mais attendez, incroyable. Alors là-dessus, je vois le chinois, je lui dis, envoyez-moi les containers, je me démerderai avec l'homologation. Mais envoyez-moi, ça fait trop longtemps que je la veux. Ah mais non, on ne peut pas faire comme ça. Je lui dis, envoyez-les-moi. Alors, bon, alors du coup, ils étaient emmerdés parce que d'un seul coup, je savais qu'elle existait. Alors il y avait plein de choses qui n'allaient pas pour l'homologation européenne, mais du coup, sur cette conversation écoutée derrière les portes, on a réussi à l'inscrire, et un an après, on avait la Virago 125. Et ça a été un succès formidable, puisqu'on en faisait plus de 10 000 par an, ce qui était formidable. Donc ça, c'était super. Et puis l'autre truc, ça a été la TW. On avait la TW 200, qui était, que je trouvais une très bonne moto d'accès, de loisirs, hauteur de selle basse, etc., très sympa. Elle était en 200. Et donc, moi, je rêvais de l'avoir en 125. Et donc, je disais tout le temps, à chaque fois qu'on allait à Fucureuil, qu'on discutait avec les ingénieurs, je disais, mettez-moi un moteur de SR dedans et qu'on n'en parle plus, quoi. Mais allez-y, le niveau d'exigence sur une moto comme ça n'est pas très élevé. Ce qu'il faut, c'est que les gens achètent la facilité, la fiabilité, la souplesse, la hauteur de selle basse. Donc, n'essayez pas de reconstruire une boîte de vitesse, un truc. Faites au plus simple. Bon, et à force de l'étaner, un jour, je vais à Fucureuil, c'était en mai 98, justement, pour la R1, et ils me disent, Eric, on a un truc à te faire essayer. Et j'arrive, TW 125. Alors voilà, on voudrait que tu valides l'étagement de boîte de vitesse, parce que si tu valides, on vous la propose et vous pouvez l'introduire au catalogue l'année prochaine. Très bien. Fucureuil, c'est un circuit d'essai qui fait 6 km de long et qui est comme Suzuka. Donc, vite, des courbes vite. Aller essayer un TW 125 à Fucureuil, autant dire que c'est la purge. Et cette année-là, on essayait les R6, la nouvelle R6, qui allait sortir en modèle 99. Donc il y avait toutes les 600 sportives, il y avait je ne sais pas quoi comme custom, et puis moi j'avais ce truc-là. Et je venais de sortir de la série où on avait essayé toutes les 600 super sport, et où ça pédale quand même. Là-dessus, me voilà parti avec ma 125 TW, j'avais qu'une trouille, c'est de me faire emplâtrer par un autre qui va arriver avec la 600 et qui ne m'aurait pas vu venir. Du coup, autant dire que la boîte de vitesse, je m'en foutais, parce que je faisais 1, 2, 3, 4, 5, puis après j'étais à 5, j'étais à fond de 5 tout au long du circuit. Bon. Et arrivé dans le dernier virage, qui est une grande courbe à droite qui conditionne la ligne droite, parce qu'il y a une ligne droite qui fait 1,6 km, donc vraiment... Et donc il y a une grande courbe, il y a une chicane, on sort en 2, on passe la 3, il y a une cassure, et après on est tout posé, et 3, et on passe la 4, même avec un 1000 Super Sport, on arrive à passer la 4, et on sort en 4 complètement à l'extérieur. Et j'étais avec mon TW 125, et d'un seul coup, je me dis, merde, je suis sur la trajectoire, s'il y a un mec qui arrive, et là-dessus, je me retourne pour regarder derrière, si personne n'arrivait. Et je me dis, il faut que je dégage de là, et que j'aille sur la droite de la piste pour libérer là-bas. Seul truc, c'est que j'avais oublié qu'à droite, il y avait une zone de bump, donc de vaguelettes, qui sont faites pour tester la stabilité des motos. Et normalement, on y va, et ça, immédiatement, ça engendre un chimie de la part de la moto, et on voit si elle stabilise toute seule ou pas.
J'arrive en tenant le guidon d'une main, c'était humide, les pneus sable, machin, je regarde derrière, la moto instantanément braque, et je me retrouve comme une carpette au sol, peut-être la première. J'ai perdu connaissance 4 heures, c'était mon pire carton, j'ai tapé fort. J'avais déjà eu un trauma crânien avant, mais celui-là, il a été vraiment vrai. Et je me retrouve à l'hosto de Fuquereuil. Donc tout ça dans le potage, je me souviens de rien. Et ça m'est arrivé à 10h moins le quart. Et je reprends connaissance, il est 14h30. Donc je vais... bon. Et je me retrouve face à un médecin japonais qui me parle en japonais, je ne comprenais rien. Le mec me dit, retour chez vous, dans un taxi, et je reviens au circuit. Et je tanne Jean-Claude, on est où, qu'est-ce qu'on fait, on a mangé quoi, on est arrivé quand, qu'est-ce que machin, enfin bon, patauge. Et puis, comme quand on prend une bonne chute, partout super sensible, je ne pouvais rien toucher du corps. On rentre à l'hôtel, et le soir, Jean-Claude vient dans ma chambre, me dit, bon, Eric, parce que à chaque fois qu'on allait au Japon, c'était 3 jours, une journée d'essai, une journée où nous, on présentait notre stratégie, nos exigences en termes de produits, et nos objectifs sur le plan commercial, et où les principaux pays, ça veut dire États-Unis, Allemagne, Italie, Angleterre et France présentaient, et Australie. Et le lendemain, conclusion, et où on essayait de faire de tout ça le plan définitif. Et donc, on avait une présentation à faire en anglais pendant 1h30 sur tous nos chiffres, etc. Et en général, c'est moi qui la faisais. Et Jean-Claude vient me voir, me dit, bon, Eric, demain, pour la présentation, vous insistez là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je dis, Jean-Claude, je ne sais même pas comment je m'appelle, je ne sais même pas quand on est arrivé. Votre présentation de demain, j'espère, mais je ne sais pas du tout si je serai en état. Et là-dessus, il me regarde, mais alors avec des yeux glaçants, il me dit, mon vieux, il faut savoir oublier son corps. Ouais. Le lendemain, je l'ai fait, et j'ai appris, hein, parce que sincèrement, il ne me l'aurait pas dit comme ça, jamais je le faisais. Hein. Je l'ai fait en anglais, j'étais épuisé. Et après la présentation, pendant que c'était les Anglais ou je ne sais pas qui le faisait, je vais au fond de la salle et je m'endors. Puis à la pause, il arrive. Bah alors, on fait sa grand-mère. Ah, c'était chaud là. Mais ça, je m'en souviens. Et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Sincèrement, les gens, j'ai mis 2 ans. 2 ans à m'en remettre. C'est pour ça que moi, quand des pilotes ont des traumas crâniens ou des machins, je suis très attentif vis-à-vis d'eux. Je l'ai vécu. Je sais que c'est dur. Et je sais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Parce que malheureusement, le cérébral, il n'y a pas de repère. Moi, je me suis pété la clavicule, la jambe, le machin. Ok, on fait ça réduc, on voit comment ça... c'est mécanique. La tête, les repères, ils sont flous, c'est compliqué. Et donc, avec Jean-Claude, j'ai appris tout ça. Et puis, on vit ce cycle, on vit tout ça. Et puis, à un moment, je vois les années qui passent, et je me dis, ben, finalement... Jean-Claude avait toujours une grande règle qui était 3-5-7. Alors, il pensait que tout le monde savait ce que ça voulait dire 3-5-7. Alors, dès qu'on avait un entretien d'embauche, il disait au type, si je vous dis 3-5-7, qu'est-ce que vous me répondez? Le mec ne savait pas du tout. Il n'y a que lui. Jean-Claude, parfois, il s'édictait comme ça des règles, et il pensait que c'était universel, que tout le monde savait, mais il y avait que lui qui connaissait. Alors, pauvre gars, il n'avait aucune chance de tomber. Bon, et 3-5-7, ça veut dire il faut 3 ans dans un nouveau job pour comprendre mes directions et maîtriser la direction du bateau. Il faut 5 ans pour maîtriser mes concurrents et comprendre mon environnement. Et au bout de 7 ans, j'ai fait le tour et il est temps de changer. C'était ça, sa règle des 3-5-7. Et un jour, ouais, ben, ma règle de 3-5-7, elle arrive. Je me retrouve en 99 et je me dis finalement, bon, ben, ça y est. Et puis j'étais aussi proche de Jean-Claude qu'on pouvait être, mais finalement, il y avait Jean-Claude et puis après moi. Et je me dis, mais bon... Et donc, je m'ouvre à Jean-Claude et je lui dis, écoutez Jean-Claude, on partait au Japon ensemble. Et je lui dis, mais... finalement, quel peut être mon avenir? Bon vieux, c'est pour vous. Oui, c'est pour vous, mais enfin, vous êtes encore bien vert, et plus j'en fais, plus j'ai l'impression que vous êtes vert, hein, et que ça vous va bien. Moi, j'ai besoin de challenge aussi, à 1 an, à 2 ans, pas à 10 ans. Oh non, non, dans 5 ans, c'est pour vous. Mais ça faisait 3 fois qu'il me disait dans 5 ans, c'est pour vous, donc je savais que c'était pas très crédible. Et je lui dis, écoutez, moi, je voudrais un signe. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que le groupe Yamaha m'avait proposé en 98 la direction marketing des États-Unis. Et j'avais dit, bah, écoutez, moi, Los Angeles, mes enfants, tout ça, ça me plairait. Et Jean-Claude avait dit, non, 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 Eric, il reste avec moi. Donc après, les Japonais étaient venus me voir en disant, Eric, t'oublies. Et puis 1 an et demi après, il me propose la vice-présidence de Yamaha Europe à Amsterdam.
Et je dis, bah écoutez, pourquoi pas? Et Jean-Claude, non, Eric, reste avec moi. Du coup, dans l'avion, je dis à Jean-Claude, écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais non, mais ça, c'est moi qui décide. Je dis, ben, au moins, je pourrais une direction générale adjointe, un truc qui fasse que maintenant aussi, sur la partie financière et budgétaire, je puisse intervenir et vous aider plus, etc. Ah, ouais, non, mais ça, c'est mon job et tout. Et puis, il me fait la phrase qu'il ne faut pas dire. Il me dit, mais si vous voulez aller chercher ailleurs, ça vous regarde. Si vous voulez une direction générale, il n'y a pas qu'Yamaha, etc. Et en fait, après, il m'a dit que jamais il aurait cru que je partirais. Jamais. Et donc, il l'a joué un peu, mais ça, c'était Jean-Claude, hein, un peu poker. Et il me dit, mais par contre, si vous prenez la décision de quitter Yamaha, je vous demande qu'une chose, c'est de me prévenir 1 an à l'avance. Puis il me gonflait avec son truc, et je lui dis, bah écoutez Jean-Claude, je vous préviens. Donc je considère que l'année, elle commence maintenant. Bien. Bon. Et bon, voilà. Bon. Et à partir de là, j'ai réfléchi à mon avenir, et j'avais 2 convictions. La première, c'est que je voulais rester dans la moto, que je m'y épanouissais et que j'avais pas envie de quitter ce monde-là. La deuxième chose, c'est que je voulais pas travailler pour un concurrent. Et je considérais que mon expertise métier, c'était Jean-Claude et Yamaha qui me l'avaient donné, et que je voulais pas que ça serve une autre marque. Et parce qu'à l'époque, j'ai une marque italienne qui m'avait proposé la présidence de la France, j'ai une autre marque japonaise qui m'avait proposé la direction générale de l'Europe, donc j'avais des propositions. Mais je voulais pas. Et donc je me suis dit, la seule possibilité, c'est que je rachète une boîte. C'est que je reprenne quelque chose et que je refasse mon expérience entrepreneuriale. Et voilà. Bon. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher dans quel métier je pourrais aller qui reste attaché à la moto et qui ne soit pas contradictoire par rapport à Yamaha. Et donc j'ai commencé à chercher, et puis 1 an après, on était dans l'avion, je redis à Jean-Claude, bon, dites donc, vous vous souvenez ce qu'on s'est dit il y a 1 an? Ouais, bon, très bien. Alors je dis, de votre côté, bon, rien n'a changé. Et puis donc ça a duré comme ça, et je suis parti au bout de 2 ans. Mais entre-temps, Jean-Claude m'a demandé ma lettre de démission, je lui ai fait la plus belle lettre d'amour qu'on pouvait faire pour démissionner. Et puis 1 mois après, il m'a dit, bon allez Eric, votre lettre on oublie, on déchire, c'est trop sympa, on va pas arrêter ça. Enfin bon, tout ça. Et puis, mais j'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché. Je dis, écoutez, Jean-Claude, non, à un moment, il y a des moments dans la vie, il faut. Et puis j'ai quitté Yamaha avec le cœur fendu, quoi. Et Jean-Claude, pareil. Et on a fait un pot pour mon départ qui était pour célébrer les résultats du premier semestre 2001. Et il m'a fait un superbe cadeau. Parce que déjà à l'époque, je collectionnais un peu des motos. J'avais commencé à racheter des motos par-ci, par-là, etc. Et que je stockais chez Yamaha. Et puis donc, il essayait de comprendre, parce que pour lui, il n'y avait pas de logique à ça. Et il trouvait qu'il fallait regarder devant, pas derrière. Et que bon. Et bon, très bien. Et puis un soir de confidence, parce que ça arrivait souvent avec Jean-Claude, vendredi soir à 8h, qu'il n'y a plus personne, et puis on discute peinard dans son bureau. Et il me dit, mais dites donc, vos motos, etc. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il vous en manque? Alors, je dis, écoutez, il m'en manque 3. Ah bon? Qu'est-ce qui vous manque? Alors, je dis, il me manque une moto du Dakar de Peter. Un bi. Parce que, quand même, bon. Ah, c'est pas facile. Je dis, bah non, pas facile, mais bon, il me le manque. Et puis, je lui dis, et puis, il me manque la R7 du Bol d'Or. Parce qu'on a gagné le Bol d'Or 2000. Pour moi, vous savez, le Bol d'Or, c'est important, etc. Ouais, bon. Et puis, je lui dis, et puis, il me manque la 750 du Bol de temps, des années 78, 79, 80. Et j'en ai retrouvé une chez Henri Bonissol à Saint-Étienne, dans l'arrière-boutique avec les motos à attente de réparation. Il a la moto de Rigal Van Dulmen qui est là, et que Rigal, ou quelqu'un du team, lui avait revendue après le Bol pour son frère. Elle est là, et donc je tanne Henri pour essayer de lui racheter. Ah ouais, bon, ça c'est intéressant, c'est marrant. Et puis c'est très bien. En juillet 2001, je quitte Yamaha, on fait le pot de départ, Jean-Claude fait son speech, là-dessus, il me dit, écoutez Eric, au nom de l'entreprise, on a un cadeau pour vous, et il pousse une moto sous bâche, et c'était la 750 du Bol, qu'il avait rachetée à Bonissol pour me l'offrir, ce qui était quand même super grand seigneur. Et après, j'ai confié à Jackie Germain pour qu'il la remette en route, etc. Et, bon. Et moi, j'avais préparé aussi quelque chose pour Jean-Claude. Donc, en fait, on s'est quitté
amis, en sachant pas vraiment où j'allais, mais voilà. Et à l'époque, j'avais rien, j'avais des dossiers sur lesquels j'étais prêt à racheter des boîtes, mais je n'avais pas non plus des sommes colossales à mettre, mais je regardais des dossiers. Et en fait, le soir, on se quitte avec Jean-Claude, et Jean-Claude me dit, écoutez, vous savez, Eric, on a eu une formidable amitié professionnelle, et on s'est toujours vous voyez. Et on s'est vous voyez, et maintenant il reste que l'amitié, alors à partir de maintenant, on va se tutoyer. Ouais. Et à partir de ce jour-là, on s'est tutoyé. Et on ne s'est jamais quitté. Et donc moi, j'ai quitté Yamaha en juillet 2001. Et pendant toutes ces années-là, on déjeunait ensemble au moins une fois tous les 2 mois. Et je me suis très vite rendu compte qu'il il ne m'avait pas remplacé. Et que 2, sur plein de sujets qui étaient pour lui des interrogations, où il était en doute, y compris avec les Japonais, j'étais le seul qui pouvait le conseiller parce que je connaissais les Japonais, je connaissais de quoi on parlait, etc. Et on a gardé cette complicité et tout ce qu'il m'a partagé avec moi dans ces années-là, je ne l'ai jamais partagé dehors, et ça restait notre intime entre nous deux. Et donc on a passé toutes ces années-là, et puis j'ai racheté finalement ce petit groupe de presse qui était Option Presse, qui faisait option auto, option moto, moto-tuning. Et en fait, le moteur, c'était quoi? C'était que je voyais ça comme un petit chalutier qui me permettait d'avoir une structure avec un minimum de services généraux, quelques salariés. C'était dans un métier qui me plaisait, parce que j'avais fait un peu de journalisme, parce qu'avant d'aller au CIRPA, dans mon service militaire, j'avais pas mal écrit des piges dans différents magazines, donc j'aimais ça. Et donc finalement, je trouvais que c'était un compromis qui avait du sens, même si je n'avais pas vu à ce point la menace d'Internet qui allait arriver. Et donc très vite, j'ai embarqué avec moi dans l'aventure le directeur de la régie qui s'appelait Eric Bram, qui était un type formidable, qui était chez Motor Press, qui avait une grande connaissance des régies publicitaires, et à nous deux, on a travaillé pour développer en partant de ça. Et donc on a fait grandir Option Presse avec des titres qui ont très bien marché. Le problème, c'est qu'on perdait tellement sur les titres historiques que tout ce qu'on gagnait avec les nouveaux titres était bouffé par le reste. Eric a bien développé la régie publicitaire et on est devenu la 2e régie publicitaire du groupe Lagardère. Et c'est comme ça qu'on a récupéré des magazines comme Tennis Magazine, comme Pariscope, comme Photo, qui étaient des marques. Et puis, on a relancé le Mototour. Enfin, j'ai relancé le Mototour, et parce que j'avais ça en tête depuis longtemps. Parce qu'à l'époque où je courais, je me suis dit, je suis pas super bon en vitesse. En rallye, pas mal, mais pas tant que ça. Peut-être que le rallye routier, c'est là où je suis bon. Et pas de bol, ils arrêtent le Tour de France au moment où j'aurais pu y aller. Du coup, j'avais toujours eu cette petite frustration, et je trouve ça bien. Je me dis, une vraie épreuve nationale, et avec ce qu'on a essayé de faire, ça veut dire de faire en sorte que chaque ville-étape soit la promotion de la moto, avec un village, de retrouver un paddock accessible, gratuit pour le public, une proximité entre les pilotes et le public, etc. Donc j'ai mis quand même certains moyens pour essayer de donner à cette épreuve une certaine ampleur, et je vais débaucher Marc Fontan. Marc Fontan, qui était directeur commercial des magasins Patrick Ponce, et que moi j'avais vu en tant que commercial, et je trouvais qu'il n'était pas fait pour ce métier-là. Et donc je vais voir Marc, et je lui dis, écoute Marc, je pense que tu devrais repartir sur un métier plus proche de la compétition, et voilà ce que je te propose. Et j'embarque Marc avec moi, et qui devient donc l'opérationnel du Mototour. Et donc en 5 ans, on lance le Mototour, on avait développé d'autres titres, et très vite, je vois que la presse, je ne veux pas dire est condamnée, mais est quand même dans une passe très compliquée, et je vois que le peu d'argent qu'on gagne sur la régie, sur les événements, le Mototour gagnait rien, mais on avait un événement sur lequel j'ai beaucoup investi et qu'on a formidablement développé, qui était le Paris Tuning Show. Et le Paris Tuning Show qu'on a récupéré dans la Corbeille de la Mariée, qui faisait 20 000 visiteurs, en 3 ans, on l'a fait passer. La meilleure année, en 2005, je crois, on fait 140 000 visiteurs payants. 140 000 en 4 jours, au Bourget. Donc c'était une formidable cash-monnaie, c'était très profitable. Et donc ça me compensait ce que je perdais sur le reste. Jusqu'au point où ça compensait pas assez par rapport à la presse, et du coup on a arrêté la presse à la suite d'un contrôle URSSAF, où ils ont décidé de me faire payer 2 fois les cotisations sociales sur les pigistes, et je leur ai dit, écoutez là maintenant, si en plus vous changez les règles du jeu, c'est pas possible. Et donc on a clôturé la presse fin 2004 pour se concentrer sur le reste. Et à partir de 2005,
Jean-Claude a commencé à me dire, Eric, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes, je m'en sors pas, il n'y a que toi. Bon, c'était agréable à entendre, mais... et je me méfiais parce que Jean-Claude était le champion du monde pour... on se voyait en vacances, parce que moi j'ai un vieux chalet qu'on a dans une petite station des Alpes, et très bien, et Jean-Claude voulait acheter un chalet, et gros hasard, 1 an et demi après, il achète un terrain à 500 mètres de chez moi, dans cette petite station des Alpes. Il me dit, c'est formidable, etc. Bon. Et donc, il devient mon voisin. Ce qui fait qu'on passait nos vacances de Noël, de février et l'été, et on partait faire des marches en montagne. Et en général, il commençait la marche en me disant, Eric, il faut que tu reviennes, ça y est, c'est fini, dans 6 mois, je me barre, c'est à toi de reprendre. Et puis au bout de 3 heures de discussion, il me disait, écoute, tu reviens, t'es directeur marketing et commercial, et puis dans 6 mois, et ben, je lui dis, écoute, Jean-Claude, t'es pas prêt. T'es pas encore prêt. Et puis, et en fait, il m'a fallu 2 ans pour céder les différentes entités de groupe Option. Et en fait, mon enjeu, ça a été plutôt de transmettre aux gens qui avaient travaillé avec moi. C'est comme ça que Marc a repris le Mototour et Option Sport Événements. Eric Bram est parti avec la régie publicitaire. Et même quand j'ai liquidé Option Presse, je me suis débrouillé pour que ce soit le rédacteur en chef qui reprenne son titre. Donc chaque rédacteur en chef a repris son titre à son propre compte, ce que je trouvais intègre humainement. Et donc, je suis sorti comme ça en sifflet de groupe Option pour revenir chez Yamaha en 2009.